Bonjour, je suis Mohamed Kassi Kamara, je suis activiste des questions de droits de l'homme et de la société civile. Nous allons ce soir parler d'un thème extrêmement important, un module qui intéresse à plus d'un titre beaucoup de personnes, parce que tout simplement, il concerne des obstacles liés à la promotion et à la protection des droits de l'homme en République de Guinée et dans le monde entier, et surtout la place des jeunes. Pour aborder ce thème, dans nos vidéos précédentes, on a rappelé l'initiation aux notions de droits de l'homme. Nous avons parlé également de l'évolution des droits de l'homme dans notre pays, en République de Guinée, mais aussi on a parlé du rôle que peuvent jouer les jeunes dans cette promotion et la protection des droits de l'homme. Et c'est là qu'il faut aussi expliquer certains obstacles liés à la promotion et la protection des droits de l'homme. Nous l'appelons dans notre jargon, les activistes des droits de l'homme ou de la paix sont des parents pauvres de ce combat. La promotion et la protection des droits de l'homme fait face à de nombreux obstacles. Et à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Les plus fréquents sont la sous-représentation des jeunes dans les institutions politiques et de défense des droits humains. Qu'est-ce à dire? On va constater que la plupart des grands acteurs de défense des droits de l'homme sont vieillissants. Et quelques rares des jeunes acceptent de venir dans ce combat, tout simplement parce que ce n'est pas un combat facile. C'est une lutte de longue haleine. Ce n'est pas un combat où le résultat est directement présent demain. Vous imaginez, la plus vieille organisation de défense des droits de l'homme et des citoyens, c'est l'OGDH. Et depuis combien de temps cette organisation est en train de se battre sur le terrain? Et les personnes qui l'ont créée, la plupart sont devenues des vieilles personnes, des octogénaires, et qu'on a besoin de la relève. Donc, cette question de sous-représentation des jeunes dans les institutions politiques, mais aussi des institutions de défense des droits de l'homme, est extrêmement importante. Donc, comme on l'a dit dans le cadre du rôle, les jeunes doivent s'impliquer dans les organisations. À ce niveau, c'est la seule manière d'inverser cette tendance. Mais vraiment, c'est un obstacle. Deuxièmement, il y a l'insuffisance de connaissances sur les droits de l'homme. C'est vrai. Et nous avons dit qu'en termes de solutions, qu'on devrait se battre pour qu'on puisse même intégrer le module sur la connaissance des droits de l'homme à l'école, les mettre dans les manuels même scolaires. Parce qu'en réalité, vous pouvez voir en Guinée et ailleurs, un jeune Guinéen qui grandit, qui fait tout son cursus scolaire jusqu'à universitaire, il n'en a jamais entendu parler de cette notion des droits de l'homme. Donc, cette méconnaissance ou insuffisance de connaissance est un réel obstacle pour les droits de l'homme. Troisièmement, l'autoritarisme et répression. Les gouvernements autoritaires ou répressifs peuvent entraver aussi la promotion et la protection des droits de l'homme en limitant tout simplement la liberté d'expression, de réunion, d'association, en réprimant les voix dissidentes ou en restreignant l'accès à l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Les États autoritaires, on peut parler même de la monarchie des fois, où on appelle ça les autocrates, ou des gens qui pensent que le pouvoir ne peut être concentré que dans la main d'une personne, sont souvent hostiles à toute activité de promotion et de protection des droits de l'homme. Et nous les avons dit.
au niveau des catégories des droits de l'homme, vous le saviez bien, que la première génération des droits de l'homme, c'est le droit à la vie, mais le droit aussi à la liberté d'expression. Lorsque les États, lorsque les dirigeants autoritaires décident d'entraver la liberté d'expression dans un pays, la liberté de réunion dans un pays, la liberté d'attroupement dans un pays, la liberté de s'associer, de se rassembler, c'est une entrave grave à cette notion de promotion et de protection des droits de l'homme. Il arrive même deux fois que dans certains États, on procède même à une restriction à l'accès à l'information. Nous avons constaté que c'est devenu une monnaie courante dans la plupart de nos États africains, la coupure de l'Internet lorsque il y a encore des soulèvements populaires dans ces pays-là. C'est-à-dire, c'est d'empêcher que des gens communiquent ou que les gens soient informés de ce qui se passe réellement. Nous avons également le manque d'état de droit. Ah oui, le socle de la démocratie. La démocratie, avec ses trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif, ne peut être possible que dans un état de droit. Et un état de droit qui n'est rien d'autre que la somme des ressources nécessaires, mais aussi suffisantes pour qu'un État se dise droit, état de droit. Et à ce niveau, l'absence d'un état de droit très solide peut entraîner l'impunité. Et c'est ce qui se passe dans nos pays pour les violations des droits de l'homme, rendant alors difficile la reddition de comptes pour les auteurs de ces violations. Le cas illustratif en République de Guinée, après 13 ans, on est en train d'assister au fameux procès du 28 septembre. Beaucoup de victimes ont été réduites au silence. Beaucoup sont morts. Certains se reposent dans leur tombe. Parce que 13 ans, c'est pas 13 jours. C'est pour vous dire combien de fois que si le droit ne se dit pas à temps, le travail devient très difficile pour la reddition des comptes en matière de violation des droits de l'homme pour les victimes, mais aussi pour les auteurs. Il y a aussi la corruption, qui est aussi un obstacle à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Parce que la corruption au sein du système judiciaire et des organisations en charge de l'application de la loi peut affaiblir considérablement la protection des droits de l'homme en favorisant l'injustice et l'inégalité. Nous le savions bien. Comme quelqu'un d'autre le disait, que les plus corrompus, c'est ceux qui sont mal payés. Mais l'histoire a donné raison que ce n'est pas vrai. Si nous prenons le statut du magistrat guinéen, il est le plus payé de tous les cadres de ce pays. Mais est-ce qu'il est le plus honnête? Moi, je pense que c'est l'application stricte de la loi, et cela n'est possible que dans un état de droit, qui va nous permettre d'avancer. C'est pourquoi cette corruption, surtout de ce secteur judiciaire, de ce système, mais aussi de toutes les organisations en charge de cela, ou les organismes, la corruption à ce niveau affaiblira considérablement la promotion et la protection des droits de l'homme. Parce que si la loi ne se dit pas dans un pays, c'est l'injustice et l'inégalité qui s'installent. Nous avons également la discrimination et l'intolérance. Oui, la discrimination basée sur la race, l'ethnie, le genre, la religion, l'orientation sexuelle ou d'autres caractéristiques personnelles peut entraîner des violations des droits de l'homme et des inégalités. Nous avons constaté, pas plus tard, quelque temps avant, que des discriminations, des inégalités qui existent même entre certaines minorités ethniques dans ce pays-là,
cause de violentes violations des droits de l'homme. Et c'est pourquoi la discrimination et l'intolérance vont aussi entraîner des conséquences très fâcheuses sur la promotion et la protection des droits de l'homme et qui vont instaurer forcément l'injustice et l'inégalité entre les citoyens. L'inégalité socio-économique, extrêmement important parce que nous avons prôné l'économie de marché. Et cette économie de marché, qui est définie par le principe de l'offre et de la demande, fait en sorte que les inégalités socio-économiques peuvent aussi entraver l'accès équitable aux droits fondamentaux, tels que le droit à la santé, tels que le droit à l'éducation, tels que le droit à l'emploi. Nous sommes en train de constater que l'accès à l'emploi en Guinée est aujourd'hui monnayé parce que tout simplement, c'est celui qui a plus de moyens qui peut avoir un emploi, que ce soit au public ou au privé. Les allocations que l'État même donne aux indigènes, souvent n'arrivent pas à bon port. Le serment d'Hippocrate a fui les hôpitaux. Et ce qui fait que cette inégalité socio-économique fait que nous pouvons être admis dans un hôpital pour les mêmes causes de santé et que celui qui a plus d'argent est d'abord entretenu, soigné, avant même de poser la question à l'autre qui est pauvre, s'il a quelqu'un pour supporter les charges. Nous avons aussi la répression des droits des femmes. La femme est une couche vulnérable, c'est vrai. Mais parmi les droits de l'homme, elle a aussi des droits spécifiques qui doivent être protégés. Mais nous le savons bien que les droits des femmes sont souvent bafoués dans ce pays-là. Notamment en ce qui concerne la violence basée sur le genre qu'on appelle les VBG. Les mariages forcés, le mariage précoce, mais également les mutilations génitales féminines. Voilà quelques droits spécifiques à la femme qui sont violés dans ce pays-là, sans oublier aussi le refus de l'accès à la justice lorsqu'ils sont blâmés, lorsqu'ils sont violentés. Et aussi ajouter la pesanteur sociale sur la femme. Parce que dans nos communautés, dans nos cultures africaines, et principalement en Guinée, où nous sommes fortement influencés par la culture islamique, la femme vient au second rang après l'homme. Et ce qui fait que l'homme, à un moment donné, a un droit de vie et de mort sur sa femme. Pourtant, ce n'est pas ce qui a été dit, même dans le livre saint. La cybersurveillance est atteinte à la vie privée. Aujourd'hui, c'est un concept nouveau, mais extrêmement important. Parce que l'État providentiel, qui se transforme en l'État gendarme ou l'État policier, est encore en train de revenir petit à petit. Les personnes sont en train d'être surveillées. Les personnes sont en train d'être victimes d'atteinte à leur vie privée. Parce que lorsqu'on installe des caméras de surveillance partout dans la ville, c'est pour comprendre les allées et les retours des citoyens. Alors que normalement, on a le droit à l'image. Il doit être protégé. Donc, la surveillance en ligne peut menacer la vie privée. Nous savons bien aujourd'hui, les réseaux sociaux, toutes les informations que nous basculons, nous lançons, nous éditons dans ces réseaux sociaux, sont conservées par les données de base des entreprises qui nous donnent ces sites. Et la liberté d'expression, limitant ainsi les droits de l'homme dans le domaine numérique. C'est extrêmement important, cette cybersurveillance et l'atteinte à la vie privée. Enfin, nous avons la manipulation
de l'information que nous pouvons appeler aussi les l'intox. La désinformation, la commune renommée, communément appelée les rumeurs. La désinformation et la manipulation de l'information peut brouiller la réalité et entraver la capacité des citoyens à prendre des décisions éclairées et à se mobiliser pour la défense des droits de l'homme. C'est que le principe, il est simple, on ment au peuple. On ne donne pas la bonne information au peuple, ce qui fait que les prises de décision souvent sont biaisées parce qu'ils ne sont pas basés sur des informations réelles, des informations sincères et vraies. Et c'est pourquoi, à la lumière de tout ce que nous avons énuméré en termes d'obstacles liés à la protection, à la promotion des droits de l'homme, nous pouvons dire que tout cela nécessite des efforts concertés, très concertés, à l'échelle non seulement nationale, mais aussi internationale, pour pouvoir les surmonter. Et je vous ai dit au départ que les mécanismes sont mis en place, les instruments sont là, mais il faut veiller à ce qu'ils soient respectés. Et c'est dans une synergie d'action, dans la participation de tout le monde, qu'on peut essayer d'inverser la tendance. Renforcer l'état de droit, promouvoir la reddition des comptes. Et cela passe par la lutte contre la corruption, lutter contre la discrimination de toute forme et garantir que les droits de l'homme soient universellement respectés. Voilà, en tant qu'être humain, ce qui peut amener la quiétude sociale et la paix mondiale. Je vous remercie.